Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met le continent au cœur du débat. Chaque semaine, vous le savez, nous allons sur les réseaux sociaux afin d'aller chercher les sujets qui vous ont fait parler. Alors, plusieurs sujets sont à l'ordre du jour et bien sûr la destination, le Cameroun. Présidentielle 2025, Tiroma se proclame vainqueur, Biya reprend la main. On continue avec la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de nouveau président. À quoi doivent s'attendre les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire? Et on finit avec le Bénin, présidentielle 2026, une élection sans talon mais sous contrôle. Voilà, mesdames et messieurs, les trois sujets que nous allons aborder avec nos invités du jour. Bienvenue à vous, son Excellence Rahim Atoumane. Vous êtes représentant résident de l'Agence africaine de coopération en Union des Comores. Bonjour, merci Aïssatou. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On continue avec vous, Babadem, vous êtes journaliste. Bonjour Aïssatou, bonjour à mes co-panélistes et aux spectateurs et commentateurs. Exactement, à tous nos commentateurs. On lit chaque message que vous nous lisez et bien sûr on s'inspire de vos propos pour venir ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. On continue avec vous, cher docteur Camara, vous êtes maître de conférence. Bienvenue à vous. Bonjour Aïssa, bonjour à notre invité, bonjour Baba et bonjour aux téléspectateurs et aux commentateurs. Voilà, toujours ravi d'être là, de partager ces bons moments pour discuter des enjeux qui concernent l'Afrique, notre Afrique. Exactement, c'est très important, notre Afrique. Cap pour le Cameroun, Tiroma se proclame vainqueur, Biya prend la main. C'est un scrutin qui restera dans l'histoire politique du Cameroun. Le 12 octobre 2025, le pays a voté dans un climat tendu, donc entre lassitude et attente d'un renouveau. Avant même la proclamation officielle, Issa Tiroma Bakary, ancien ministre devenu opposant, s'est proclamé vainqueur, affirmant avoir obtenu près de 55% des suffrages. Il parle d'une victoire du peuple confisqué et accuse le régime de fraude. Alors, mais quelques jours plus tard, le Conseil constitutionnel valide la réélection de Paul Biya, 92 ans, avec 53,66% des voix. L'homme fort de Yaoundé, au pouvoir depuis 1982, décroche ainsi un 8e mandat. Des manifestations éclatent donc un peu partout, notamment à Douala, Garoua et Bamenda, et tandis que Tiroma, qui s'est retiré, donc promet de défendre la vérité des urnes. Le clan Biya, lui, reste inflexible, déterminé à maintenir la continuité du pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, une élection qui révèle la fatigue d'un régime, la fracture d'un peuple et le désir d'alternance. Voilà, on vous propose de regarder une vidéo et puis on revient. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a confirmé la réélection du président sortant Paul Biya, le plus âgé des chefs d'État en exercice dans le monde, avec 53,66% des suffrages exprimés. Son principal challenger, Issa Chiroma Bakary, a obtenu 35,19% des voix dans un scrutin marqué par un taux de participation de 57,7%. L'annonce officielle survient après des manifestations ayant dégénéré en violence. Au moins 4 personnes ont perdu la vie lors de rassemblements, alors que les partisans de l'opposition réclamaient des résultats crédibles. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Issa Chiroma a dénoncé des tirs dirigés contre des civils dans sa ville natale de Garoua et affirmé son intention de poursuivre son combat politique, qualifiant les événements d'impunité flagrante. Plusieurs organisations locales de la société civile ont signalé des irrégularités, notamment la présence d'électeurs décédés sur les listes et des tentatives de bourrage d'urnes. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, le débat est ouvert. Et oui, on réitère, Tiroma se proclame vainqueur, Biya reprend la main. Alors, question, qui a vraiment remporté l'élection présidentielle au Cameroun selon vous, quand on regarde tout cela? Alors, dans un premier temps, est-ce qu'on peut le dire déjà? J'aime bien préciser qu'on ne se porte pas, et je ne me porte pas en moralisateur du peuple camerounais. Et en tant qu'institutionnel, en tant que représentant de la coopération africaine, eh bien on s'adosse aux institutions du Cameroun. Et donc la Cour constitutionnelle a déclaré que le président Paul Biya a été réélu. Donc on dira que le président Paul Biya est réélu. Donc je ne veux pas vous importuner plus longtemps concernant cela. Moi je me tourne vers nos journalistes et notre maître de conférence. Alors quand on regarde la situation, on en a parlé ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Donc certains d'entre vous étaient plutôt positifs en se disant que les choses allaient changer, qu'il allait y avoir peut-être un retournement au Cameroun. Ça ne s'est pas passé. Paul Biya a été réélu pour son 8e mandat au Cameroun. Que pensez-vous de la situation, Babadem? Pour répondre à la question, à savoir qui est pour moi, clairement, qui a été élu président. Pour moi, clairement, je l'avais déjà dit, j'avais dit que c'était Tiroma. Et je me basais effectivement sur la nuit même des résultats, la nuit de l'élection le 12 octobre. On a maintenant l'habitude de regarder ça sur les réseaux sociaux, ou bien la manière dont sortent les résultats. Et on voyait Tiroma. Moi-même, je ne voulais pas y croire.
mais c'était avec des chiffres et des photos des PV. Maintenant, ce que j'attendais des autorités camerounaises, en tout cas du Conseil constitutionnel, c'est qu'à la limite, ils nous mettent, et c'est ce qui s'est fait plusieurs, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, on vous dit tel endroit, tel nombre de votants, tel nombre d'inscrits, tel nombre, etc. Ils ne nous ont même pas montré un seul PV. Et c'est là où, et en plus la répression, qu'il faut condamner parce que d'après même l'avocat de M. Chiroma, mais au-delà de l'avocat de Chiroma, on a eu les images. Il y a une véritable répression, un massacre, plus de 60 morts selon l'avocat. Et pour moi, et donc tout ça fait que ce sont des indices qui montrent clairement que c'est Chiroma qui a gagné et que cet État, en tout cas ce régime, à partir, et il faut le nommer, ce monsieur Atangandji qui fait rien du tout pour calmer les choses, montre tout simplement leur faiblesse et montre clairement qu'ils ont perdu. Donc selon vous, le pouvoir en place n'a pas réussi à convaincre la population sur la victoire de Paul Biya aujourd'hui, clairement. On n'a rien vu de plausible qui nous permet de dire officiellement mais qu'est-ce qui explique que ça a éclaté? À la limite que ça a éclaté. Ça veut rien dire, est-ce que... Non, en fait, que si les violences ont éclaté juste au niveau de Garoua, c'est-à-dire le lieu de M. Chiroma, on aurait plus ou moins compris. Si c'était juste quelque chose de spontané et qui ne durait pas au bout d'un jour, c'est-à-dire, là on allait comprendre. Mais ça s'est propagé partout. Et on a vu des chars, c'est-à-dire que là c'est même des militaires qu'on a envoyés, des GPS, des snipers, on les a vus et ils tuent. Donc pour moi, ce sont des indices clairs qu'ils avaient perdu. Que pensez-vous, docteur, des arguments donnés par Babadem qui dit qu'officiellement que c'est Chiroma qui aurait dû être élu président ou qui a été élu président par le peuple? Qu'est-ce que vous considérez? Est-ce que vous considérez que finalement non, voilà, les arguments donnés sont plausibles et qu'on peut croire que c'est vraiment lui le grand vainqueur, Chiroma? Oui, tout à fait, parce qu'il y a plein de signaux en fait qui montrent que, en tout cas, le président Biya n'a pas gagné. En tout cas, il n'a pas gagné avec la manière. Parce que, comme on l'avait déjà dit un petit peu ici, on n'a pas vu ses partisans manifester, en tout cas avant que le Conseil constitutionnel mais est-ce que c'est un thermomètre, cela? C'est un thermomètre, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire que tout le monde a un petit peu une conscience quand même, qui fait que même les personnes qui sont aujourd'hui avec le régime Biya, beaucoup d'entre eux savent bien que la vérité n'est pas malheureusement celle qui a été en tout cas annoncée ou prononcée par le Conseil constitutionnel. On reviendra là-dessus. Baba a dit qu'en fait, les résultats n'ont pas été publiés de manière détaillée pour que tout le monde puisse se rendre compte que c'est vraiment les vrais résultats. Mais moi, j'ai un petit peu suivi la lecture des résultats par le Conseil constitutionnel, des résultats par région. Mais on est un petit peu étonné. Quand on connaît la situation aujourd'hui au Cameroun, le déficit de légitimité que le régime Biya a, on est étonné de voir par exemple qu'à Yaoundé, il a 69%. Les voix, c'est là où c'est quand même une des parties où il y a eu le plus d'électeurs. Et surtout dans le sud, quand on voit bien, on a bien vu pendant la campagne ou avant la campagne, la défiance des gens du sud, aussi bien des jeunes que d'un certain nombre d'intellectuels. Et on est étonné qu'en 2025, après 42 ans de pouvoir, avec le résultat qu'il a aujourd'hui, Biya, que les gens du sud donc, puissent voter à 90% pour ce régime-là. Donc c'est vraiment étonnant. Donc ça montre aussi que quelque part, il y a eu, alors je ne dirais pas du trucage, mais sans doute du bourrage des urnes, parce que pour qu'un candidat puisse avoir 90%, ça veut dire deux choses. Soit c'est la vérité et qu'on est quand même inquiet pour le Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a quand même un réflexe tribaliste qui s'exprimerait de la part des gens du Sud, ce qui ne semble pas être le cas, parce que quand on revient sur les manifestations qui ont eu lieu un petit peu partout dans tout le Cameroun, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une majorité de Camerounais, notamment des jeunes Camerounais, qui ne veulent plus de ce régime. Et on est étonné que ce régime-là puisse remporter des scores aussi élevés. Donc tout ça, c'est un soupçon qui montre que, en tout cas, la majorité des gens qui ont été votés ont le sentiment que leur vote leur a été volé. Et j'imagine qu'il faudrait aller vers une autre solution que le maintien de ce régime-là coûte que coûte au pouvoir. Comment vous réagissez donc aux différents arguments donnés ici sur le plateau et surtout à la réaction des populations du Cameroun? Vous pouvez au moins tout à fait. Non, je ne fais pas de langue de bois, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut dissocier deux choses.
la réalité, le constat et ce qu'il en est. Donc ce qu'il en est, c'est que le Conseil constitutionnel a déclaré que le président Paul Biya était le président du Cameroun. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Là, actuellement, je n'ai pas donné encore mon avis personnel. Maintenant, le constat qui est fait par la jeunesse ou la population, qui dit que le Cameroun fait partie des pays dans le monde qui est dirigé par la classe dirigeante la plus vieillissante, c'est un fait, et qu'un constat populaire, on a vu à travers les réseaux qu'il y avait un désir d'alternance, c'est un constat, c'est un fait. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il ne faudrait pas mélanger le constat et les faits. Donc ça, c'est indéniable. Bien sûr, le peuple, on l'a vu dans la rue, on l'a vu sur les réseaux sociaux, qui est le premier canal aujourd'hui de la jeunesse, qui veulent un changement. Maintenant, au niveau des réponses qu'il y a eu dans les urnes et du Conseil constitutionnel, qui est l'institution qui déclare qui est le président et qui ne l'est pas, je pense qu'il y a un respect des institutions qui doit être, mais il y a une solution à apporter. Est-ce qu'on peut avoir est-ce que le doute est légitime selon vous? Le doute est légitime et raisonnable. Dans toute démocratie africaine ou autre, on doit pouvoir demander des comptes. Parce que les classes dirigeantes sont portées par le peuple. Si le peuple veut un changement, que ce soit de constitution ou une réélection ou autre, c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc il y a des recours. Maintenant, il y a des faits, et le fait est que le Conseil constitutionnel a déclaré que le président était Paul Biya. Le peuple est censé avoir le pouvoir. Est-ce que aujourd'hui vous considérez que le peuple a le pouvoir? Je pense que le peuple a le pouvoir, mais est-ce qu'on en prend pleinement la mesure? Je pense que oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut dire que le président Paul Biya n'est pas reconnu, n'est pas le président, eh bien, il y a des actions à faire. Plus que des manifestations ou autres qui sont légitimes. Mais sur le terrain institutionnel, il y a des choses à faire. Est-ce qu'il y a des choses à faire qui peuvent avoir des effets? Des choses à faire, je pense que chacun a sa part à jouer. On ne dit pas que forcément une action va en donner une autre. Mais on voit par exemple la résilience du Sénégal, on voit la résilience du couple Sonko et Diomaye. La résilience et le temps leur a donné raison. Donc je pense qu'il faut commencer à faire des choses. La plupart des jeunes, par exemple, que moi je vois, qui disent qu'ils sont contre Paul Biya, on ne voit pas de contre-proposition. Ok, ils ne veulent plus le régime de Paul Biya, le régime de Paul Biya ne leur convient plus. Ok, mais qu'est-ce qu'on propose? Quelle est l'alternance? Quelle est la réelle alternance? Est-ce qu'on en veut à la personne qui est le président Paul Biya, ou est-ce qu'on en veut au régime, ou est-ce qu'on est capable de proposer quelque chose? Moi, c'est dans ce prisme-là que... La question, cette question, on a répondu à maintes reprises concernant ces questions-là. Je pense que la jeunesse aussi avait un rôle à jouer, et elle a joué son rôle pleinement. On ne pourra pas le dénier ici sur le plateau. Et ils avaient d'autres candidats sur lesquels ils comptaient et pour lesquels ils ont voté. Donc, on ne va pas leur enlever au moins ça ici sur le plateau. Vous voulez répondre? Oui, enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec... Justement, évidemment, il faut toujours respecter les institutions, mais à condition que ces institutions aient une vraie légitimité. Parce que, voilà, si on demande la légitimité, elle n'est pas valable que pour les personnes qui sont élues. C'est aussi par rapport aux institutions juridiques. Est-ce qu'elles sont indépendantes? Ça, c'est quand même un enjeu important pour la démocratie. Et on en a déjà discuté ici. Le Conseil constitutionnel, ou l'organe qui s'occupe des élections au Cameroun, ont perdu toute crédibilité, notamment dans la phase des candidatures, puisque voilà, ils n'ont pas dit le droit. En tout cas, c'est le sentiment que beaucoup de gens comme moi et d'autres ont. Donc, comme ils n'ont pas dit le droit et que finalement ces institutions sont sont instrumentalisées, on va le dire, par le pouvoir en place, donc personne n'est étonné que finalement ils viennent confirmer ce qui était attendu. Voilà, et moi je pense qu'en Afrique, il va falloir qu'à un moment donné, je pense qu'on en parlera aussi par rapport à la Côte d'Ivoire ou ailleurs, enfin même par rapport au Bénin, qu'à un moment on arrête d'instrumentaliser la justice et qu'on dise aux opposants, eh bien c'est pas nous, c'est la justice. Si les CAM, mais surtout si le Conseil constitutionnel avait fait preuve d'indépendance et de crédibilité réelle, je pense que même en truquant les élections aujourd'hui, peut-être que les gens auraient dit, soyons légalistes, on fait confiance à cette institution qui est indépendante, mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. On a vu par exemple qu'après la lecture, justement, après l'annonce des résultats par le Conseil constitutionnel, tout le monde a vu circuler cette vidéo virale où on a le président du Conseil constitutionnel qui était en train de trinquer avec les partisans du régime Biya et qui leur dit qu'il était heureux d'avoir permis à leur candidat d'être élu. Donc ça, quand même, c'est des éléments qui enlèvent toute crédibilité à une institution qu'on doit respecter en théorie, mais qui dans la réalité n'est plus crédible. Merci, monsieur Camara. On va continuer, on va essayer d'avancer, mesdames et messieurs. Est-ce que vous considérez que Tiroma, il peut avoir, entre guillemets, gain de cause grâce
à la rue grâce au pouvoir, à la démocratie, au peuple. Est-ce que vous considérez que c'est une arme qui va pouvoir avoir des effets positifs concernant la suite des événements ? Ça peut être compliqué parce qu'il y a une véritable, et j'insiste là-dessus, une véritable répression. Et quand on dit répression, c'est qu'on tue les gens. Est-ce que ces manifestants seront prêts à autant se sacrifier dans une journée? Et est-ce que même Chiroma va accepter? Parce que lui-même, et d'ailleurs, on a vu qu'il a changé, il n'appelle plus à manifester, mais il appelle à 3 jours de ville morte à partir de lundi prochain. Donc, il sait très bien que il y a une répression féroce et que ça ne vaut pas, au-delà de ça, la peine de les mettre face à un massacre ou... mais ça peut changer. C'est pour ça que je me dis, tout dépend des négociations. Je suppose qu'il y a des négociations qui se passent en cours, mais ça va être compliqué pour moi. Son Excellence faisait un parallèle avec le Sénégal où la contestation populaire a eu un effet positif concernant donc, la suite au Sénégal. Est-ce que vous considérez, vous l'avez mentionné tout à l'heure, est-ce que vous considérez que ça peut être une voie pour Chiroma qui considère avoir été complètement lésé et surtout on lui a retiré donc, le rôle qu'il devait mener au Cameroun? Ça peut être une voie. Maintenant, moi, ce que je souhaite pour l'Afrique et pour tous ces pays, c'est que la paix puisse régner et que les jeunes arrêtent de mourir dans ces manifestations-là. Parce que lorsqu'on voit, ce sont des jeunes qui décèdent malheureusement pour de la politique. Enfin, il faut se rendre compte que ce sont des élections. Quelque chose qui, à la base, doit être linéaire et très simple. Et en fait, ça prend énormément d'énergie. À qui la faute, pour le coup? Je pense que la faute est beaucoup partagée. Lorsqu'on a une population qui dit changeons, alternons au niveau de la présidence ou autre, je pense qu'elle doit être écoutée. Maintenant, il y a des manières de faire. Moi, je ne serai jamais pour que des jeunes meurent en allant dans la rue. Parce que c'est des destins qui sont brisés, des destins africains qui ont déjà été assez brisés. Je pense que l'énergie aujourd'hui, elle doit être au développement de l'Afrique, à la mise en place de tous les processus que nous avons mis. Et bien évidemment, il faut pouvoir régler ces problèmes de fond. Maintenant, chaque pays est souverain. Chaque pays doit pouvoir apporter sa propre solution. Nous, on intervient en tant qu'outil. On veut pouvoir donner des outils si on est sollicité. Mais je pense que la solution camerounaise, elle viendra du Cameroun. Donc, notamment des négociations, des tractations. Mais je ne pense pas que la solution viendra d'ailleurs. Elle pourra être aidée par l'Afrique, et on le souhaite, plutôt que des forces exogènes. Mais je pense que la solution camerounaise sera donnée par les Camerounais. Docteur Camara, je vous donne la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, la seule arme, entre guillemets, que possède donc Chiroma, c'est le peuple? Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la rue et donc la souveraineté du peuple. Lorsque le peuple n'arrive pas à obtenir gain de cause par le biais des élections ou par le biais d'institutions qui sont censées être là pour permettre l'expression de cette souveraineté, les gens n'ont plus d'autre choix que de manifester pacifiquement. D'ailleurs, Chiroma, je pense qu'il a dit, il demande juste à ce que les gens manifestent. Donc il n'a pas demandé une insurrection armée, il n'a pas demandé un coup d'État. Donc il a dit, le peuple estime que son vote n'a pas été respecté et je souhaite que ce vote soit respecté. D'ailleurs, sans revenir là-dessus, mais justement, on a vu ailleurs, chaque fois qu'il y a eu on a vu le cas de Madagascar, même des pouvoirs qui se sentent aussi forts et qui pensent qu'ils ont un appareil répressif aussi important, peuvent céder face à la... Donc, évidemment, parce que le sentiment, c'est-à-dire que ça, c'est un petit peu le discours un petit peu culpabilisateur qu'on utilise parfois contre les oppositions en Afrique en disant c'est à cause de vous que les jeunes vont se faire tuer et que ça ne sert à rien de se faire tuer, autant ne rien dire. Mais lorsque des pouvoirs un petit peu, je dirais pas aussi criminels, en tout cas des pouvoirs qui gèrent aussi, qui gouvernent aussi mal nos pays, ne permettent pas à des jeunes d'avoir des emplois, de s'épanouir, à des gens de se soigner, de s'éduquer, je pense que c'est quelque chose aussi qui parfois vaut un petit peu la peine qu'on se batte contre ce type de régime. Le pouvoir parfois, justement, jusqu'au boutiste, ils ne permettent pas justement le dialogue. Si le régime Biya se dit, je ne veux pas que les jeunes Camerounais se fassent tuer, donc je vais faire en sorte qu'il y ait un dialogue politique, que les opposants, d'ailleurs il avait proposé, quand il y a eu les résultats provisoires, il avait proposé le poste de Premier ministre à Chiroma. Et Chiroma ne l'avait pas accepté en disant non, moi ce que je veux c'est la vérité des urnes. Alors, est-ce qu'il a bien fait? Il a bien fait de le dire, bien sûr. Il a bien fait de refuser. Il a bien fait de refuser. Vous pensez quoi? Vous pensez le contraire? Moi je pense que ça aurait été un pas en avant. C'est-à-dire que l'objectif de ce candidat c'était d'être président. En tant que Premier ministre, il aurait pu gouverner. Est-ce qu'il n'aurait pas pu commencer à changer les choses? Même s'il était Premier ministre. Est-ce que ça ne serait pas trahir le peuple et notamment les votants pour lui qui voulaient une fin du système Biya?
Ça aurait pu, mais est-ce qu'on peut changer le système de l'extérieur en étant Premier ministre? Bah, Parce qu'il n'aurait pas eu un début de changement de système. 30 ans dans le système, il a quitté le système. Tout à fait. Pour Mais je veux dire, demain, il devient président, le système est toujours là. Et puis lui, il a dit qu'il est là pour une transition de 5 ans. Au moins, son programme est clair. De remettre au moins certaines choses en place, mais il est là que de 5 ans par rapport non seulement à l'âge, pour permettre après à avoir d'autres de venir. Donc, et poste de Premier ministre, ok, mais au bout de 3 jours, le président peut prendre son décret et puis je vous fais sauter. Et c'est terminé. Et c'est le Malheureusement, on l'a vu à maintes reprises. Ça aurait pu, tout à fait. Ça peut certainement passer comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, on va continuer à avancer. Maintenant, que va-t-il se passer concernant Paul Biya? Donc, il a promis pas mal de choses aux Camerounais, une meilleure vie aux Camerounais, pour les femmes, pour les plus jeunes, etc. etc. Est-ce que vous pensez que si Biya restait à la tête du pays, est-ce que vous considérez que l'avenir sera quand même dans la réconciliation, dans l'évolution, le développement du pays, malgré cette fissure, malgré cette rupture entre les clans? Non, moi je pense que si Biya restait encore 7 ans de plus, en tout cas beaucoup de Camerounais auront le sentiment que c'est 7 ans de calvaire en plus. Et que vraiment, même si par le passé, il a toujours su gérer ce type de crise en jouant un petit peu sur le pourrissement, en disant on laisse couler, peut-être les choses vont finir par se calmer. Ça ne va pas fonctionner cette fois-ci? Voilà, vous pensez que ça ne passera pas cette fois-ci? J'ai le sentiment que cette fois-ci, les choses sont différentes. Alors, c'est vrai qu'il y a 7 ans, on avait eu un petit peu la même chose avec Kamto qui a fini en prison. Peut-être que Chiroma va sûrement finir en prison. En tout cas, il a été à maintes reprises menacé. D'ailleurs, le ministre de l'administration territoriale n'attend que ça, de pouvoir mettre la main sur lui et le mettre en prison, puisque Anissé Ekane, qui a justement été un petit peu à l'initiative en tout cas qui a donné cette popularité ou en tout cas cette légitimité à la candidature de Chiroma, lui-même il est arrêté et j'ai appris hier ses avocats ont dit qu'il était maltraité, il était détenu maltraité puisqu'il est même malade. Et donc sans doute la répression elle va essayer de circonscrire la crise, mais cette fois-ci moi je pense que quand je vois un petit peu partout dans tout le Cameroun comment les gens sont déterminés, les gens sont mobilisés, je pense que cette fois-ci, même si Biya restait, il est obligé de faire un compromis avec les opposants. Et c'est vrai que c'est pas ça éventuellement la solution pour un meilleur vivre ensemble, à savoir faire un pas vers l'opposition pour éviter qu'il y ait cette fracture qui... Surtout revoir le système, parce que revoir le système, pour quelqu'un pour une personne qui connaît un petit peu le Cameroun, c'est quand même un pays dans lequel on a l'impression que les choses n'avancent pas. Les Camerounais, c'est des gens qui travaillent, mais ils ont le sentiment que rien ne change, que ce sont les mêmes personnes qui sont là, qui s'arrogent tous les privilèges, et que donc il faut vraiment qu'il y ait des changements. Et je ne pense pas que le régime soit capable de lui-même de procéder à ce changement. Voilà, ça c'est vraiment moi mon sentiment. Baba, vous en pensez quoi, la suite? Oui, en tout cas ils ont pris le côté, la répression à tout prix et ça va calmer les choses. Mais je me dis qu'il pourra y avoir plusieurs types de scénarios. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce régime n'ira pas jusqu'au bout avec Paul Biya. Parce que la moindre étincelle ou la moindre contestation, il risque d'y avoir une furie de la population en disant trop c'est trop et cette fois-ci c'est... Il peut y avoir aussi le fait qu'il y a eu pas mal de morts. En plus, il y a aussi la rébellion anglophone qui se rapproche des contestations aussi. Et au-delà de ça, moi ce que j'ai remarqué, c'est que l'Union africaine, qui aurait pu être quelque part, ils ne sont pas là. D'autres qui reconnaissent donc l'élection présidentielle de Paul Biya. Donc, ou alors, après, je le dis comme ça, mais c'est un scénario possible, la responsabilité de l'armée. S'ils sont républicains, qu'ils savent eux-mêmes, parce qu'on sait ce qui s'est passé, ils sont républicains, ils voient qu'on est en train de tuer leur propre population, mais qu'ils prennent leurs responsabilités. Est-ce que ce n'est pas la seule voie? Quand on regarde la situation, on a donc un pouvoir, un système qui est en place et qui est infaillible. On a des populations qui se sentent lésées et qui ont été complètement choquées par la situation. Et on a au milieu donc cette répression qui est menée par bien sûr les forces de l'ordre. Et est-ce que finalement... Moi, je ne crois pas trop à ce scénario de l'armée. Pourquoi? Parce que le système est quand même assez bien verrouillé. Le système tient. C'est que l'armée a toujours été choyée par ce régime. Les officiers donc, ont toujours été plus ou moins bien entretenus. Et je pense que le système y tient bien. Si vraiment l'armée devait faire quelque chose, mais ça ne serait pas une révolution de palais, ça serait une façade. Trop choyé pour pouvoir renverser le système en place. Exactement. Ça, c'est vraiment moi,
Non, mais à un moment donné, pour moi, il y a des soldats qui sont républicains. Une fois qu'ils enlèvent leur tenue, sont des pères de famille, des mères de famille. À force de voir la répression, ça peut être leurs petits frères, leurs sœurs, ou bien qu'on tue, à force qu'il y ait ça, à un moment donné, ils vont se dire, eux, ils sont en train de dériver, ils sont complètement... Pour moi, ça sera même pas une révolution de palais, mais c'est prise de responsabilité et dire à Chiroma, viens récupérer ta place. D'accord, donc plusieurs scénarios ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ces États. On va finir avec vous, donc son Excellence, qui ne peut pas trop se prononcer concernant la situation du Cameroun, mais on vous laisse quand même je me prononce, mais avec responsabilité, parce que je pense qu'on a tous une responsabilité à avoir. Et voir le Cameroun tomber verrait une région déstabilisée. Et on ne veut pas que l'Afrique soit déstabilisée. Donc. Est-ce que ça serait voir le Cameroun tomber, cela, pour vous? Ça dépend, honnêtement. Ça dépend. Si aujourd'hui le peuple et l'armée considèrent qu'il y a une prise de pouvoir qui doit être faite, voilà, l'État est souverain, enfin le Cameroun est souverain. Et c'est au peuple de décider. Voilà, c'est au peuple de décider, je le dis, je le redirai, c'est au peuple de décider. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que le peuple ne meure pas par milliers pour des élections. Je veux dire, je dirais pas que les élections sont futiles, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais il y a d'autres pays en Afrique où l'alternance se fait sans qu'on en entende, sans qu'elle fasse la une pendant des mois. C'est ce que souhaitent les populations et voilà, tout à fait, on insiste dessus. Et nous, on souhaite accompagner en ce sens. Et juste pour rebondir sur l'Union africaine, je pense, et je suis d'accord avec Baba, sauf que moi, ce que j'ajouterais, c'est que la question, c'est est-ce que l'Union africaine a les outils pour intervenir ? Parce qu'on peut critiquer la manière de faire, mais est-ce qu'on a les outils ou est-ce qu'on lui a donné les outils à l'Union africaine? Ça peut être une intervention symbolique, c'est-à-dire au moins prendre la parole, tout à fait, mais se condamner éventuellement. Voilà, mais faut rappeler ce que c'est l'Union africaine. L'Union africaine, c'est l'ensemble, c'est réunir l'ensemble de ces pays-là. Est-ce qu'elle a l'autorité pour condamner cela? Est-ce qu'elle a parce que dans la charte de l'Union africaine, elle ne peut condamner l'Union africaine n'a pas l'autorité de condamner les morts. Non, je parle. Non. Attends, mais ils avaient des observateurs. Je parle au niveau de son intervention. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont, ce que je veux dire, c'est que l'Union africaine, lorsqu'elle voit qu'un pays, d'accord, il y a une demande accrue de la population qui dit nous souhaitons qu'il y ait une alternance. Est-ce qu'on a donné assez de pouvoir à l'Union africaine pour qu'elle puisse intervenir en tant que gendarme aujourd'hui et dire stop? Je ne pense pas que l'Union africaine a ces outils pour pouvoir faire. Mais est-ce que l'Union africaine n'a pas ce rôle à jouer, à savoir de dénoncer éventuellement les comportements déviants qu'il peut y avoir sur place, sur le terrain, concernant les populations? Est-ce que ça, c'est pas le rôle de l'Union africaine? Je pense qu'elle l'a fait avec son langage, à travers son communiqué. Elle a félicité le président et condamné les morts qu'il y avait eu et demandé une issue favorable à cette crise-là. En amont, que ce soit pendant ou après. Mais après que l'ONU ait parlé, c'est là où ils ont réagi. Mais le pire, c'est qu'ils ont eu des observateurs là-bas et pour eux, l'élection s'est bien passée, pas de problème. Moi, je pense qu'il faudrait que l'Union africaine ait plus d'outils pour pouvoir intervenir. Et à ce moment-là, on pourra les juger sur leur intervention. Condamner tout simplement, comme ils ont l'habitude de faire. Symboliquement. Oui, enfin, dans le communiqué, on a pu voir qu'ils s'indignaient. De toute façon, tout le monde doit s'indigner pour une vie humaine qui a été prise, bien évidemment. Est-ce que la condamnation, est-ce qu'un affront entre l'Union africaine et le Cameroun n'amènerait pas à d'autres choses, etc. Voilà, comme vous avez pu le constater, c'est-à-dire que si vous ne l'aviez pas mentionné, je n'en aurais même pas parlé ici sur le plateau, parce qu'on est fatigué de répéter toujours les mêmes choses, à savoir, malheureusement, il n'y a pas eu telle action de telle organisation internationale. Et au bout du compte, c'est des vies humaines qui sont perdues parce qu'il n'y a pas eu même cet acte symbolique qui aurait pu peut-être changer éventuellement la donne ou ne serait-ce que sauver un être humain. Donc c'est vraiment ça le message qu'on souhaitait véhiculer. Merci beaucoup. Donc mesdames et messieurs, on continue cette émission avec le deuxième sujet et là nous allons en Côte d'Ivoire. Alors on regarde une vidéo et puis on revient. Le visage d'Alassane Ouattara fait la une des journaux ivoiriens au lendemain de sa large victoire annoncée par la commission électorale indépendante. Un coup KO, titrait même le quotidien Liberté. Une victoire sans surprise avec 89,77% des voix pour un taux de participation de 50,10% avec des abstentions un peu plus prononcées dans le sud et l'ouest du pays, des zones historiquement acquises à l'opposition. Les 4 autres candidats ont réagi, certains félicitant Alassane Ouattara, d'autres l'appelant à ouvrir un dialogue inclusif. Quant à l'opposition, le Front commun qui regroupe les partis de Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, tous deux exclus de ce scrutin, avait appelé dès dimanche soir à la tenue de nouvelles élections.
Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau. Et oui, le 25 octobre dernier, les Ivoiriens ont voté pour élire leur président. Au terme d'un scrutin marqué par les tensions, les exclusions et la méfiance, le verdict est tombé. Alassane Ouattara a été réélu dès le premier tour avec près de 90% des voix selon la commission électorale indépendante. Une victoire annoncée, mais dans un climat politique crispé. Des manifestations ont éclaté à Abidjan, Bouaké, Daloa et d'autres localités, faisant donc plusieurs morts et de nombreuses arrestations selon Reuters et AP News. Et avec seulement la moitié des électeurs qui se sont déplacés, la question du désintérêt et de la lassitude donc politique se pose plus que jamais, mesdames et messieurs. À 83 ans, Alassane Ouattara conserve les rênes du pays. Mais derrière la stabilité apparente, les attentes sont fortes. Réconciliation nationale, ouverture politique, perspective économique. Alors à quoi doivent vraiment s'attendre les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire dans son nouveau mandat? Voilà le sujet de cette deuxième partie, mesdames et messieurs. Eh bien, je pose la question directement à notre invité, son Excellence Raïm Atoumane. Alors, élection passée, Alassane Ouattara remporte haut la main donc, ce quatrième mandat. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que malheureusement, on a le même constat qu'on a pu faire avec le Cameroun. Donc, un constat de volonté de changement de la jeunesse, de la population, de la classe vieillissante. Malheureusement, la Côte d'Ivoire fait partie de la liste avec le Cameroun des pays qui sont gouvernés par les personnes les plus vieilles avec la population la plus jeune. Maintenant, on a des faits. On a le Conseil qui a validé la réélection du président. Je pense qu'un peu comme le Cameroun, il y a un constat à prendre en compte. Il y a une jeunesse à prendre en compte. Nous, ce qu'on peut voir, c'est que c'est différent de ce qui s'était passé. Donc, on peut se réjouir qu'il n'y a pas eu la même crise qu'il a eu auparavant. Donc, il y a un changement, une maturation. Maintenant, au niveau des candidats qui ont été exclus, on a vu des prises de parole, du candidat Thiam, par exemple. Donc, je pense que les négociations doivent poursuivre et amener à ce que la Côte d'Ivoire ne sombre pas comme elle a pu sombrer et comme on a pu voir il y a quelques années de cela. Baba, je me tourne vers vous. Que retenez-vous de cette élection donc présidentielle? On en a beaucoup parlé ici dans l'Afrique, dans tous ces États. On a suivi avec attention donc, cette élection. Donc ça fait plus d'un an qu'on part de la Côte d'Ivoire ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ces États, avec pas mal de chamboulements, pas mal de rebondissements, de déceptions pour certains. On peut retenir au moins 3 ou 4 choses, mais on a juste envie de dire tout ça pour ça déjà. Après, on peut dire que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et donc, en gros, si je prends le côté du régime Ouattara, c'est qu'ils se sont donné tous les moyens, ce qu'on appelle la fin justifie tous les moyens pour avoir son pouvoir. Et quand je dis tous les moyens, c'est, pour moi, j'ai jamais vu ça à 44 000 soldats. Écartement, on a écarté des candidats les plus ou moins valables, une répression, parce qu'il faut parler aussi des morts, le nombre d'arrestations, 700, je veux dire, à la limite, ils n'avaient pas besoin de faire tout ça pour gagner. Et la question qu'on peut se poser, en tout cas du côté du régime Ouattara, pourquoi en fait? En gros, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Après, on peut dire aussi que l'opposition a facilité. Donc pour vous, c'est important, quand on fait le bilan, de pointer du doigt donc les manquements de l'opposition. Pour moi, c'est l'opposition. Parce qu'à la limite, s'ils avaient un Chiroma, ça aurait pu... mais là, clairement, pour moi, ça a été, et dans tous les cas, la guerre des égos ou l'intérêt personnel au-dessus de l'intérêt du peuple de la nation ivoirienne. Le seul qui était un peu cohérent, on va dire, c'était le président Gbagbo. Le président Gbagbo, et j'aimerais vraiment dire ça, parce que quand on parle de la victoire du président Ouattara, moi je voudrais dire que c'est le président Gbagbo même qui a sauvé la Côte d'Ivoire du chaos annoncé. Et pourquoi? C'était le 23 et la fameuse interview qu'il a fait avec Alain Foka. Juste pour remettre le contexte, le dimanche ou le samedi, le président Tidjane Thiam avait fait un appel à Paris. On a vu que la tension montait, mais tout le monde se disait, on attend le mot d'ordre de Laurent Gbagbo. Tout le monde, si ce jour-là, Laurent Gbagbo avait dit que je soutiens, que allons manifester pacifiquement ce samedi, je vous dis que ce samedi, tellement ils étaient prêts au niveau de la répression, on aurait eu un chaos électoral. Mais il a préféré, tel qu'on connaît Laurent Gbagbo, d'habitude quand il dit une chose,
il ne passe pas par des stratagèmes. C'est clair, net, il dit les choses. Cette fois-ci, il a juste dit qu'il va se reposer, que le combat était presque derrière lui. Exactement. Et donc, à un moment donné, on se dit, à quoi bon? Exactement. Donc, pour moi, c'était à ce niveau-là. Après, là où on va pointer du doigt, c'est le président, au niveau du président Tidjane Thiam. Quand je dis c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, il est resté en France. Depuis l'extérieur, on se disait qu'il y a peut-être quelque chose qu'il fait pour empêcher peut-être ce 4e mandat. À la fin du compte, il fait sa déclaration à l'on libéré pour ensuite, après Gbagbo, dire non, finalement, que c'était une histoire de Dieu. Il a manqué de leadership, clairement. Deuxièmement, face à un président comme le président Ouattara, on ne fait pas de l'opposition de fauteuil. On y va clairement, on sait qui il est, on sait que lui, il va prendre toutes les mesures possibles pour gagner. Donc il fallait une opposition non seulement unie, mais là on a eu une opposition désunie. Et on a vu après par la suite que ce soit Madame Gbagbo, que ce soit Don Melo. Donc pour moi, c'est la défaite de l'opposition plus que la victoire de RHDP. Merci beaucoup Baba pour ce point très complet. Alors je vous pose aussi la même chose à vous. Donc vous avez suivi avec nous donc, cette élection de très près. Alors plusieurs scénarios ont été donnés ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ces États. Là on a spéculé un petit peu. Finalement, réélection de Alassane Ouattara. Quoi que vous n'en doutiez pas une seule seconde. Et voilà, qu'est-ce que vous retenez de ces élections-là, que ce soit de l'opposition, que ce soit du déroulement, que ce soit de la population, du peuple, que ce soit encore une fois, eh bien, de ceux qui ont participé, donc monsieur Billon qui est arrivé deuxième, etc., etc. Quel bilan faites-vous? En fait, j'ai envie de dire un petit peu au début comme Baba pour dire tout ça pour ça, parce qu'en fait le résultat il était un petit peu annoncé d'avance, on va dire, parce que justement on disait plusieurs fois ici qu'on ne comprenait pas pourquoi avec un bilan positif qu'il présentait, à qui voulait l'entendre, pourquoi il a empêché que pour une fois la Côte d'Ivoire puisse tourner la page en ayant celui qui va organiser des élections transparentes, inclusives, etc. Et que ça allait tourner la page et que lui, finalement, il partirait, Gbagbo aussi, et qu'une nouvelle génération viendrait. Malheureusement, ça a été raté parce que lui, il a voulu tellement, on va dire, la sécurité pour sa réélection qu'il a justement verrouillé les élections, qu'il a écarté Gbagbo, Tidjane Thiam et d'autres. Peut-être qu'il aurait même pu gagner contre Gbagbo ou contre Tidjane Thiam, sans doute. Hein, vu le bilan qu'il a, vu la manière dont son parti est bien implanté et dans tout le territoire. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu la cartographie des votes, on voit bien que le RHDP donc, a gagné aussi partout, y compris dans les fiefs de l'opposition. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit les opposants, en tout cas, qui sont allés contre l'avis de leur parti, donc que ce soit Don Melo, que ce soit Billon, ça veut dire que ça prouve bien qu'ils n'ont aucune légitimité. En tout cas, ça ne s'est pas exprimé dans les votes, puisque y compris dans les fiefs de l'opposition, que ce soit dans les fiefs du PDCI ou du PPCI ou même des pays, ces candidats-là n'ont pas du tout, ils n'ont jamais franchi la barre des 10%. Donc ça veut dire ça. De deux, ça veut dire aussi, la deuxième chose, c'est que il y avait une attente, c'est-à-dire qu'il y avait une demande de la part de la population à vouloir exprimer leur vote par le biais de quelqu'un comme Tidjane Thiam et Gbagbo. Et comme ils ne sont pas venus, les gens ne sont pas soit allés voter, soit les gens, ils ont préféré, en tout cas, ne pas voter pour les personnes qui sont censées les remplacer. D'ailleurs, quand on regarde la même cartographie, on voit bien aussi les taux d'abstention. On voit bien que dans le Nord, il y a eu une participation très forte. Parce que le Nord, c'est là où traditionnellement le parti de Alassane Ouattara est implanté. Et dans le Sud, on voit bien qu'il y a un taux beaucoup plus faible. Donc les Ivoiriens se sont dit, on ne va pas aller voter, non pas parce qu'ils ne voulaient peut-être pas exprimer leur voix, parce qu'ils ont dit, on ne sait pas pour qui voter d'une part. Et d'autre part, ils se sont dit, comme la situation quand même, parce que les gens, ils ont quand même eu peur, comme Baba a raison de le rappeler, il y a eu quand même une telle mobilisation des forces de sécurité, que beaucoup de gens ont eu peur que le jour des élections, qu'il y ait eu des violences, etc. Et les gens ont préféré rester chez eux plutôt que d'aller voter. Donc c'est qui est quand même dommage. C'est dommage pour la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est dommage pour le peuple ivoirien. Et c'est important ce que vous dites, notamment par rapport au score de Alassane Ouattara. Effectivement, près de 90%, c'est beaucoup, mais sur 50%, c'est autre chose.
Tout à fait. Je rejoins un peu les faits qui sont là. Donc, on a la victoire d'Alassane Ouattara, donc sa réélection. Les pourcentages parlent d'eux-mêmes. 50% donc, de votants. Donc, on a l'abstention, un peu un espèce de vote blanc, j'ai envie de dire, donc ne pas se présenter, une dépolitisation, on peut dire, de cette jeunesse-là. Peut-être qu'elle reflète qu'il n'y avait aucun candidat qui reflétait l'envie de ces jeunes de voter. Mais il y a un message derrière. Je pense qu'il y a un message et qu'il faut tous en tenir compte. Clairement, il faut le prendre en compte et je pense que ça fait partie des constats de cette volonté de jeunesse qui veut ne plus être gouvernée par des personnes avec lesquelles elles ne se sentent pas représentées. Donc c'est un message dans un message, j'ai envie de dire. Et je pense que ce mandat-là ne sera pas celui du précédent, je ne pense pas. Un peu à l'image du Cameroun, je ne pense pas que ce sera ce sera exactement le même. Je pense qu'il y a une génération qui est en train de vouloir changer les choses. Ce qu'on veut, c'est qu'elle fasse de façon apaisée et bien évidemment que le changement arrive. Je pense que le temps remettra tout le monde à sa place. Donc Baba, je vous pose la question, 50% donc de taux de participation, donc c'est quand même assez faible. En tout cas, ça ne dérange pas le RHDP, hein. Même 20%, oui. il aurait pris. Après, donc pourquoi ça devrait les déranger? Ils ont remporté donc, cette élection présidentielle, hein, encore une fois. Donc, après, par rapport à ça, Madame Gbagbo avait réagi. Et elle a réagi en disant que c'est à cause de en tout cas du discours, de la psychose du PPACI ou en tout cas du Front commun qui faisait que les gens ont eu peur de sortir pour aller voter. Donc elle met cet échec en disant que ça vient de là. Après, franchement, quand on sait que les dés sont jetés d'avance, on sait déjà que Gbagbo... Bien sûr, mais que doit-il retenir de ça, le président de la République? 50% de personnes, on va dire 90% des 50% ont voté pour lui. Le reste de la population n'a pas voté. Donc, que doit-il retenir et surtout, comment doit-il présider ce nouveau mais pour pays? lui, ils se sont dit, c'est à cause de la psychose des autres qui font qu'eux-mêmes, il y a certains de leurs membres qui ne sont pas allés voter. D'accord, donc c'est pas de sa faute, c'est la faute des autres. Exactement. Donc pour lui, il ne va pas tenir compte de cela. Quand on parle de la réconciliation nationale qui est très importante, beaucoup en ont parlé, est-ce que vous considérez qu'avec ces scores-là, qui sont quand même des signaux donc importants, est-ce que vous considérez qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que vous considérez qu'Alassane Ouattara va avoir, entre guillemets, des difficultés pour réunir donc, cette Côte d'Ivoire? Oui, en fait, si on a une lecture un petit peu de façade, comme ils sont en train de faire, on va dire, voilà, il y a réconciliation, la preuve, aujourd'hui, Ouattara a gagné avec 90%, et que partout, y compris dans les fiefs de l'opposition, ils ont eu la majorité. Donc on va se dire, tout va bien, que la réconciliation est en bonne voie. On sait qu'au fond, ce n'est pas vrai. Le taux de participation, et notamment la distribution de ce taux de participation, donc, montre bien qu'il n'y a pas eu de réconciliation et que le ressentiment d'un certain nombre de personnes, notamment dans les fiefs de Gbagbo, entre autres, mais ne va qu'augmenter malheureusement. Et que peut-être que demain, cela peut, hein, parce que des fois, parce qu'on oublie, parce que je veux qu'on fasse un petit peu, alors peut-être pas le parallèle, mais on regarde un petit peu ce qui s'est passé à Madagascar. À Madagascar, il n'y a pas si longtemps, le président, il s'était fait réélire sans problème, même si ça s'est fait avec des contestations, etc. Mais il y a eu des élections générales et ils avaient remporté la majorité. Or, on voit bien aujourd'hui que, même pas un an après les élections de 2023, 2 ans à peine, les gens ont dit on ne veut plus ces régimes, il y en a marre, etc. Donc c'est pour ça qu'il faudrait toujours qu'on fasse attention entre la légalité et la légitimité. Parce que des fois les gens disent, finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les élections sont futiles, ne servent à rien. Si on le dit, c'est encore beaucoup plus grave. Si on dit les élections, ça ne sert à rien, auquel cas, il faut aussi être dans la même logique, y compris les gens qui se font élire. Quand on ne veut plus d'eux, on ne veut plus d'eux. Ou bien on dit les élections, ça sert à quelque chose. Donc quand j'ai la légitimité des urnes, je dis, voilà, ça donne de la légitimité à mon pouvoir. Or, Ouattara, justement, il peut se prévaloir, dire, moi, il y a 90% des gens qui sont allés voter, qui ont voté pour moi. Les opposants, ils étaient là, ils n'étaient pas candidats uniques. Il y avait 5 autres candidats ou 6 autres candidats. Ils n'ont même pas eu 10% à se partager. Donc moi, je suis légitime. En même temps, quand on voit que la moitié des gens n'ont pas été votés, quand même, ça questionne. Donc il la légitimité est questionnée. Voilà, donc la légitimité. Donc maintenant, il faudrait que, dans ce 4e mandat, il faudrait qu'il essaye vraiment de réparer les dégâts en disant
essayer de comprendre les gens où il y a eu beaucoup d'abstention, pourquoi il y a eu de l'abstention, et essayer de voir comment il peut répondre à la demande de ces populations-là pour que les gens aient le sentiment que finalement il est le président de tous les Ivoiriens. Voilà. Bon, après, on ne pourra pas répondre à cette question-là ici, Babadé, mais on l'espère en tout cas. C'est important parce que l'exemple qui a été donné concernant Madagascar, c'est un exemple très probant qui explique ce qui peut éventuellement se passer. Donc oui, il devrait en tout cas prendre compte que pourquoi 50% de la population, des votants n'ont pas été votés. C'est important, notamment pour la suite et notamment pour cette réconciliation nationale dont on parle tant depuis trop d'années. Il est temps que la Côte d'Ivoire soit réunie et puisse avancer ensemble parce que c'est un grand pays. Après il aura les cartes en main, c'est-à-dire que comme Gbagbo se retire, comme Gbagbo l'a dit, il se retire. Il suffit juste qu'il fasse trop... Bon, après, c'est machiavélique, hein, mais comment on appelle ça, il fasse l'amnistie à Gbagbo. Il permet à Tidjane Thiam, parce qu'il y a les élections législatives qui arrivent très, très, très bientôt. Je pense qu'il a les cartes en main pour essayer de penser réconciliation nationale. Je pense qu'il prendra ses responsabilités. Au vu de ce qui se passe en Afrique, chaque président sait aujourd'hui que quand le peuple se soulève, personne ne peut rien faire. Les matchs de Madagascar, mais on voit aussi à l'international le Népal, par exemple. Donc on voit vraiment que le pouvoir revient au peuple et qu'aujourd'hui, aucun dirigeant n'est à l'abri dans sa tour d'ivoire. Et chaque président africain, croyez-moi qu'il le regarde avec attention et je pense qu'il prendra la mesure de ses responsabilités. Et si malheureusement tel n'est pas le cas, je pense que le temps et le peuple... Dernier mandat en tout cas pour Alassane Ouattara. Donc oui, vous pouvez pouffer, vous pouvez rire. Mais oui, dernier mandat. Constitutionnellement, c'est le dernier mandat. Ce sera certainement le dernier mandat d'Alassane Ouattara. Donc peut-être un positionnement différent, peut-être un rapprochement avec des pays, on ne sait pas. C'est-à-dire que là, la porte est ouverte. Encore une fois, on sait que les derniers mandats sont souvent les vrais mandats. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut spéculer sur la situation et le positionnement de la Côte d'Ivoire? Pas du tout. Moi, je pense qu'il est dans une situation géopolitique. Moi, c'est au-delà. Pour moi, la lecture que j'ai quand je disais que pourquoi il a forcé, c'est au niveau géopolitique et ça n'a... Pour vous, vous ne pensez pas qu'Alassane Ouattara se dit qu'il va jouer son rôle pleinement en tant qu'un des présidents les plus âgés, en tant que président d'un des plus grands pays d'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il ne va pas jouer ce rôle de rassemblement au sein de la sous-région? Non, il est là pour préserver des intérêts qu'on sait. Donc, vous en pensez quoi rapidement? En tout cas, tout ce qu'il a, il devait avoir cette attitude-là déjà. Donc en disant je suis l'un des plus ou le plus âgé des chefs d'État de la sous-région, moi je me positionne en garant de l'unité de la région, des avancées de l'intégration. Or, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est un petit peu le contraire. Donc, on sait que avant d'être élu, maintenant il a été élu. Est-ce que c'était pas ce qu'il attendait pour pouvoir finalement changer? Et d'ailleurs, justement, quand il avait justifié sa candidature, il avait dit que c'est par rapport aux défis monétaires et sécuritaires. Bon, quand il a eu les défis monétaires, tout le monde a dit il veut sauver coûte que coûte le franc CFA et l'UEMOA. Or, il s'avère que dans la sous-région, beaucoup de gens, en tout cas, même si on conserve une monnaie commune, ne sont plus dans la même logique que lui. Donc, qu'est-ce qui va advenir pour les 5-6 ans à venir? Est-ce que la région va rester unie? Moi, Qui vivra, verra. En tout cas, c'est la seule chose qu'on peut dire. Je vais vous donner la parole pour clôturer sur ce sujet-là. Qu'en est-il de l'opposition en Côte d'Ivoire? Va-t-elle survivre à tout ça? Je pense que c'est la question et c'est ce qu'on souhaite voir. Est-ce que l'opposition n'est présente que pour les élections ou est-ce qu'elle va se battre? Est-ce qu'elle va rentrer dans des négociations? Est-ce qu'on proposera un poste au président Tidjane Thiam? Est-ce qu'il va le choisir? Est-ce qu'il va l'accepter ou autre? Je pense qu'il y a des négociations qui sont à faire. Et à ce moment-là, on verra quels sont aussi les intérêts de l'opposition. Est-ce que leurs intérêts sont uniquement électoraux ou est-ce qu'elles seront là pour, par exemple, les législatives et accompagner le peuple vers leurs revendications? Donc, je pense que l'opposition est à observer autant que le pouvoir. Le message est très clair. Merci beaucoup, son Excellence Rahim Atoumane. On continue, mesdames et messieurs, avec la dernière partie de cette émission. Allez, on regarde une vidéo et on revient. Destination le Bénin. Proche du triple scrutin de 2026, la tension politique s'intensifie au Bénin. À peine les dossiers de candidature déposés pour les communales, l'ancien président et leader du parti Les Démocrates, Thomas Boni Yahi, s'est adressé à la nation. Il y dénonce ce qu'il appelle une politique d'exclusion menée depuis 2016, citant notamment l'invalidation du duo Renaud Agbojo-Jules Lodjou pour la présidentielle prévue le 12 avril 2026. Depuis 2016, le régime du parti au pouvoir a mis en œuvre une politique systématique d'exclusion
contraire aux lois de la République qu'il a lui-même votées et promulguées. Hormis l'année 2023, où les démocrates ont pris part aux élections générales dans les limites d'exclusion de certains militants du parti, la politique d'exclusion est restée constante. De retour sur le plateau, Bénin présidentiel de 2026, une élection sans talon mais sous contrôle. Le Bénin, souvent donc cité comme un modèle de démocratie en Afrique, traverse une zone de turbulence politique à l'approche de la présidentielle du 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle vient d'invalider la candidature du parti Les Démocrates, principal mouvement d'opposition donc pour insuffisance de parrainage. Pendant ce temps, le président Patrice Talon, qui dit ne pas vouloir se présenter, semble garder la main sur le jeu électoral. Alors le Bénin entre-t-il dans une ère de stabilité maîtrisée ou de démocratie verrouillée? Voilà, mesdames et messieurs, le sujet du jour et le dernier sujet. Alors je me retourne vers vous, donc monsieur Rahim Atoumane. Donc le mode de scrutin. Donc on a beaucoup parlé, beaucoup en parlent. D'ailleurs, on reçoit des informations en temps et en heure où donc les députés UPR et BR donc viennent de déposer une proposition de loi portant révision de la Constitution, et je suppose concernant donc le mode de scrutin et le système de parrainage qui est souvent critiqué, notamment par l'opposition. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est dans une réforme démocratique ou plutôt dans un outil avec un outil d'exclusion? Alors il faut qu'on reste dans une démocratie. La démocratie, c'est le dialogue. Donc il faut qu'on puisse dialoguer avec tout le monde. Et surtout, il faut que le Bénin reste ce qu'il est, l'exemple de démocratie qu'il est, et qu'il ne sombre pas au vu des réalités sécuritaires que l'on connaît. Donc ce qu'on veut, c'est que le Bénin puisse discuter avec l'opposition, le parti au pouvoir. Le président a pris ses responsabilités en disant qu'il ne se représentait pas, conformément à la Constitution. On le salue et on espère qu'il y ait une continuité réellement de cette indépendance-là. Et le Bénin, comme tous les autres pays qu'on a cités au préalable, sont des grands pays et des pays importants. Et on regrette que ces crises-là se passent dans ces pays qui peuvent faire basculer toute la sous-région. Donc c'est à observer, mais la démocratie, c'est le dialogue. Donc si on considère que la Constitution n'est plus juste au vu des réalités actuelles, eh bien la discussion de cet État souverain fera qu'ils doivent le changer. Donc, mesdames et messieurs, depuis la réforme de 2023, les candidats doivent obtenir le parrainage de moins de 10% donc, des élus, donc députés et maires. Or, la quasi-totalité des élus, on le sait, appartient à la mouvance présidentielle, donc UP, le Renouveau et BR. Ce dispositif a conduit donc à l'invalidation du duo des démocrates, laissant le camp présidentiel sans véritable donc, adversaire. Je vous pose la question, que peut-il se passer donc, au Bénin? Est-ce qu'on parle ici d'un outil d'exclusion ou au contraire, parce qu'il y a eu quand même un référendum, c'est important de le dire ici sur le plateau, il y a un référendum qui s'est soldé par un oui. Oui, et d'ailleurs c'était en 2010, en tout cas la révision 2019, je pense, cette réforme qu'ils appellent la réforme partisane. Là, on en parle parce que c'est les LD, les démocrates qui ont été exclus. Sauf qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. L'exclusion là, c'est parce qu'ils avaient 28, la limite du parrainage. Il a suffi qu'un seul se désiste. Donc pour moi, le problème n'est même pas... c'est leur propre problème en fait. Un seul qui se désiste, mais ils n'ont qu'à négocier avec cette personne, ils attendent au dernier moment et maintenant... Et là, par contre, la petite dépêche que vous avez, qui vient d'être dit que le BR est pour une révision constitutionnelle, bon... ça peut vouloir dire certaines choses, beaucoup de choses, mais pour moi, en tout cas, c'est vrai que le système pour moi est un peu trop verrouillé et qu'il pourrait peut-être l'alléger en intégrant, pourquoi pas, le parrainage citoyen. Mais le fait d'avoir ce système, en tout cas de partisane, pour moi, je suis largement pour, parce qu'on a besoin de vrais blocs, que des micro-partis qui sont au-delà. Et qu'ils baissent aussi c'est vrai que 10%, ils peuvent la baisser à 5%, permettre à d'autres, pourquoi pas, de souffler. Mais ce qui est inquiétant, c'est ce petit message qui vient d'arriver, comme quoi la révision, pourquoi pas pour les exclure, mais ce qui dit révision peut aussi dire, pourquoi pas à M. Talon de revenir sur sa décision. Je vous pose la question à vous, docteur Camara. Donc effectivement, mode de scrutin, de parrainage qui semble compliqué pour l'opposition. Encore une fois, l'opposition la plus importante face donc, au président, au camp présidentiel. Vous en pensez quoi si on parle de démocratie? Est-ce que c'est démocratiquement correct de faire ça? Justement, moi je pense que c'est ce type de règles qui entérine... Alors,
on va dire, la stabilité. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit la stabilité que ce type de règles cherche à entériner. C'est plutôt des règles qui consistent à inscrire dans la durée des pouvoirs qui sont déjà là. Hein? Parce que dire qu'il faut avoir 10% des élus, etc., pour pouvoir prétendre à présenter un candidat, ça veut dire déjà qu'on enlève à des jeunes générations qui peuvent émerger et qui peuvent ne pas trouver notamment place dans les formations politiques existantes, toute possibilité d'émerger. C'est-à-dire que vous dites aux gens qui sont déjà là, qui ont eu des élus, que eux seuls, parce qu'ils ont tant de nombre d'élus, eux seuls ont le droit d'avoir un candidat. Ça veut dire que si c'était le cas, on n'aurait jamais eu ce qui s'est passé au Sénégal. D'accord, le PASTEF ne serait jamais arrivé au pouvoir, n'aurait jamais été là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'en Afrique, on arrête de jouer avec les règles de la démocratie, en disant la démocratie, pour moi, c'est d'abord la légitimité. Et la légitimité, c'est quelque chose qui se construit. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément vient de notre passé. On peut être un parti qui a eu des élus aujourd'hui, mais on a été au pouvoir, on n'a rien foutu, on n'a rien fait. La population ne veut plus de nous. Sauf qu'avec ce type de règles, un nouveau parti qui se crée n'aura aucune possibilité de présenter un candidat. Non, non, parce que c'est... Non, ça veut dire que soit il faut être présidentielle. Mais oui. Mais vous allez aux élections législatives, vous êtes un nouveau parti, allez faire voter des... Moi aussi, je pense que... Mais il y a toujours un travail de fond à faire. Oui, mais il y a toujours la représentativité. Non, mais il y a au niveau des législatives et ensuite à la présidentielle. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des... Mais justement, il faut revenir en amont. C'est-à-dire qu'il y a un référendum qui a donné cette règle. Oui, mais le peuple a répondu. Non, moi je ne suis pas d'accord. Et ensuite, il y a la continuité, c'est-à-dire que le peuple a répondu à ce référendum-là. Donc ils ont dit, oui, on est d'accord pour le changement. Ensuite, il y a eu des législatives. Pour préparer des présidentielles dans 5-7 ans, on ne les fait pas 1 ou 2 ans avant. Je pense qu'il fallait... on a dit oui, d'accord, donc on connaît les règles du jeu qu'on a choisies, le peuple a choisi. À ce moment-là, s'il y a un parti qui doit être créé, il est créé. Il va chercher les législatives auprès du peuple. Parce que ces élus sont élus par qui ? Ils sont élus par le peuple. Oui, mais donc c'est au peuple d'aller chercher en amont, placer ses élus et ensuite aller aux présidentielles. Oui, donc en fait, les présidentielles, c'est un projet sur le long terme. C'est pas un projet sur 1 ou 2 ans. C'est un projet c'est un projet politique qu'on doit mettre en place et en suivant les règles. Mais si un président, quelqu'un qui veut se présenter au présidentiel, il se réveille au dernier moment et il se rend compte qu'il doit avoir des élus, il se rend compte que les élus, il n'en a placé aucun, enfin il en a fait voter pour aucun. Et je pense que c'est un mauvais calcul politique. Il ne faut pas oublier que Yahi Boni aussi avait boycotté les élections législatives de 2019. Oui, mais dans ce cas-là, il faut inverser le calendrier électoral, organiser d'abord des élections législatives et l'Assemblée qui est issue de ces élections législatives, c'est l'Assemblée qui va justement entériner l'élection du président de la République. Mais si on fait le contraire, donc voilà, ça veut dire que celui qui a gagné il y a 5 ans, ceux qui ont gagné il y a 5 ans, il n'y a que eux qui ont la possibilité de présenter des candidats. Oui, mais non, mais moi je ne trouve pas ça. Moi je trouve que en tout cas, beaucoup de choses bougent donc au Bénin. Merci à notre réalisateur donc Iré qui nous envoie des informations en temps réel. Démission de plusieurs députés du groupe parlementaire LD, ils sont au nombre de 6. On voit que ça commence à fracturer, à détruire même donc ce parti d'opposition. Donc il y a quand même des conséquences. Il en a dit certaines. Donc aujourd'hui, on va aller vers une élection sans véritable opposition. Est-ce que c'est comme ça ? C'est-à-dire qu'ils auraient dû se préparer avant et ça prépare toujours des lendemains. Non, c'est qu'on ne peut pas être... Non, mais pour les LD, ils avaient le Parlement 28. Après, c'est le choix aussi. Normalement, ils devaient mettre Eric Ondete. Il va nous chercher... avec tout le respect que je dois à M. Agbojo, je crois, Et c'est pour ça d'ailleurs que l'autre a retiré son parrainage en disant que lui, il n'est pas d'accord il ne se reconnaît pas dans ce choix, alors que tout le monde voyait Eric Ondete. Donc, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est un problème de... Et au-delà de ça, vous avez 28. Vous êtes politique. Mais 28, c'est limite. Vous savez qu'une ou deux peuvent se... Mais allez chercher des alliances. N'attendez pas au dernier moment, mais allez débaucher certains autres élus. Oui, après, il peut y avoir un problème de stratégie, je suis d'accord. Mais en même temps, vous voyez, on sait bien que c'est quand même tangent. Quand on n'a que 28 et que... Mais 28 passe. Mais justement, la preuve, on voit bien qu'il y a une défiance. Après, qui te dit que le parti au pouvoir n'a pas aussi travaillé ce député en question pour que lui, je pense qu'on parle des présidentielles, on parle de l'organe, du chef suprême de cet État-là.
je ne pense pas que c'est quelque chose à prendre à la légère. C'est vrai que si je me permets de prendre les propos de Dr Camara, il y a eu dans des pays où un président, entre guillemets, est devenu président en s'étant réveillé 1 ou 2 ans avant. Oui, parce que la Constitution lui permettait. Exactement. Donc il y a une lecture souveraine à faire de l'endroit où on peut faire cela. Exactement. Cela n'empêche pas qu'il peut y avoir des partis qui peuvent naître, répondre à la demande du peuple et prétendre au poste suprême, à savoir la présidence. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez entendre ici sur le plateau ? Est-ce que c'est possible d'ouvrir On peut l'entendre, mais il y a une réalité. Donc, que quelqu'un se réveille le matin et qu'il puisse aspirer... C'est pas le matin, mais 1 ou 2 ans avant. 2 ans avant, je l'entends, mais au moment où on veut se proposer à ce poste-là, à prendre ces responsabilités-là, je pense qu'il y a une stratégie à faire. Donc, même si cette personne-là ne va pas vers la présidence, qu'elle puisse voir au niveau gouvernement, enfin, il y a des discussions qui peuvent avoir, mais je ne pense pas qu'on devrait retirer le choix du peuple qui a été le référendum. Vous considérez que ce n'est en aucun cas un outil de verrouillage ou quoi que ce soit, donc ce mode de scrutin, le parrainage. Ça peut l'être, bien évidemment, mais je pense que ce sont des règles du jeu. Et les règles du jeu, entre guillemets, géopolitiques, doivent être, qui ont été choisies par le peuple, doivent être respectées. Et on n'est pas là pour moraliser le peuple béninois et dire tel pays fait cela, vous aurez dû faire cela. Non, le Bénin a choisi, le peuple béninois a répondu à ce référendum-là. Donc à ce moment-là, qui que ce soit qui voudrait être président, il aurait pu se baser sur ces règles-là et y aller et être un peu plus c'est aussi la démocratie de questionner aussi tout à fait. Le système en place. C'est aussi ça la démocratie. Non, mais pourquoi s'il y avait un parrainage citoyen, moi ça ne m'aurait pas posé de problème. Qu'on dise même qu'un candidat, il doit avoir, je ne sais pas moi, 500 000 on va dire parrainages citoyens, ça ne m'aurait pas choqué. Mais mettre des règles comme ça qui dépendent de ce qui s'est passé il y a 5 ans, pour moi, ce sont des verrous qui sont là pour consolider la position des gens qui gagnent. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur ça, on sait bien qu'il y a toujours la prime en sortant en Afrique. Quand je suis au pouvoir, j'ai bénéficié des moyens de l'État, j'ai bénéficié des ressources, j'arrose qui je veux et je suis sûr que mon candidat, lui, n'aura pas ce type de problème. Et on voit bien que dans un pays comme le Bénin, quand même, qui fait... office de pays exemplaire en matière de démocratie, notamment on a tous été ravis que Talon dise que je ne suis pas candidat, je ne changerai pas les règles, etc. Mais si c'est pour que, d'une certaine façon, il continue à être là, lui, en désignant un dauphin, après on peut discuter aussi de la légitimité de son dauphin, qui est aussi, qu'on peut dire, quelqu'un qui est parti, qui a été parachuté, puisqu'il vient de l'extérieur, il a été nommé ministre des Finances, et aujourd'hui, c'est le candidat du parti au pouvoir. Si on avait été dans la même logique, si on avait dit, il faut que pour être candidat, il faut avoir été élu, déjà, soit député, soit maire, pendant un certain temps, pour pouvoir prétendre. Est-ce qu'aujourd'hui, son dauphin aurait pu être candidat? Non, parce que... Pour terminer, nous sommes au terme de cette émission, mesdames et messieurs. Le problème, c'est qu'on peut passer par les locales, avoir des députés, avoir des maires, passer par les législatives, avoir des députés, et ensuite on a un candidat ou un duo, on se présente. Donc pour vous, il faut limiter le nombre de partis politiques, et il faut des partis politiques solides qui pourraient éventuellement prétendre à la magistrature suprême, à savoir la présidence d'un pays. Complètement. C'est vraiment la conclusion. Je pense qu'il faut se rappeler que les règles sont là pour que tout se passe correctement et qu'à cette magistrature suprême, il y a des candidats qui soient viables et qui soient crédibles. On parle d'un pays, on parle d'un pays souverain, donc je ne pense pas que ce soit bidouillé dès qu'on ne soit pas d'accord. En tout cas, le message est passé. 2 positions ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.